bonsoir à tous. Donc moi, je suis Aurélie et je suis chargée de culture, communication et marketing à l'Alliance française de Manchester. Et c'est avec grand plaisir que ce soir, nous vous présentons donc cette conférence sur les Jeux olympiques de l'Antiquité à nos jours. Donc tout d'abord, on voulait vraiment remercier l'Université de Franche-Comté, le Centre d'études et de recherche olympique universitaire, ainsi que les Alliances françaises du Royaume-Uni pour leur collaboration dans l'organisation de cet événement. Un très grand merci également à Cyril Rollet, qui est professeur à l'Alliance française de Manchester, mais également professeur à l'Université de Lancaster, pour sa participation à cet événement en qualité de modérateur donc de la partie questions-réponses qu'il y aura après la présentation de Monsieur Monin. Et évidemment, nous sommes vraiment honorés de recevoir Eric ce soir. Donc un grand merci à vous, Monsieur Monin. Les Jeux olympiques sont un sujet que vous connaissez très bien, puisqu'en plus d'être vice-président de l'Université de Franche-Comté, vous êtes directeur du CEROU. Vous avez été aussi gratifié de la médaille Pierre de Coubertin par le Comité olympique international. Et vous avez aussi été nommé récemment membre du conseil d'administration du Conseil national olympique et sportif français. Donc, c'est une conférence que vous avez fait déjà plusieurs fois pour d'autres réseaux culturels francophones à travers le monde, mais c'est la première fois que vous le faites en Europe. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais vous laisser et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Aurélie. Merci beaucoup de cette présentation. Mais écoutez, c'est avec joie que j'interviens ce soir et je suis très fier parce qu'effectivement, intervenir à l'Alliance française Manchester, c'est un véritable honneur. Donc, un grand merci à vous. Voilà. Donc, je me propose ce soir de vous parler, en quelque sorte, de ces Jeux olympiques, mais pour bien les comprendre, de repartir en fait à leur genèse, à leur naissance. Et donc, en fait, par rapport à cette... je vais changer de diapositive, mais ça coince. Tac, 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 tac. Ça coince. Pourquoi ça coince? Ah, voilà. C'est bon. Mince. Tac. Voilà, c'est bon. Parler des Jeux olympiques, en fait, il est très important, voire essentiel, de parler en fait de l'Antiquité. De parler de l'Antiquité non pas égyptienne ou romaine, mais parler de l'Antiquité grecque. Durant l'Antiquité grecque, eh bien, il y avait non pas un pays comme nous connaissons aujourd'hui la Grèce, mais il y avait des cités-États, telles que Athènes, telles que Sparte. Et il y avait plusieurs lieux où tout simplement les Grecs se rendaient pour tout simplement remercier les dieux. Remercier ces dieux, bien tout simplement de l'environnement dans lequel vivaient les Grecs et un endroit très particulier eh bien, était dévolu justement à ces remerciements. C'était un endroit qu'en fait les Grecs ne voulaient surtout pas habiter, c'était la plaine d'Olympie. La plaine d'Olympie. Sur cette plaine d'Olympie, eh bien, dans cet endroit infesté de moustiques, à cause notamment d'une rivière, d'un fleuve, le Cladéos et l'Alphée, eh bien, tout simplement, les Grecs avaient tout simplement laissé cet endroit, notamment pour guerroyer, pour se battre, pour faire des festivités, eh bien, tout simplement aux prêtres, aux dieux. Et sur cet endroit, donc, il y a une petite montagne où vit notamment le père du dieu des dieux, Cronos. Cronos, donc, a cette vue plongeante, notamment sur la plaine d'Olympie. Et là, je vous ai mis un des premiers temples majeurs, parce que comme vous le savez, en 2012, Londres, votre nation, a accueilli les Jeux olympiques, après ceux de 1908 et ceux de 1948. Eh bien, à Londres, une flamme, un flambeau, une torche olympique a été allumée et est allumée à chaque fois, d'ailleurs, devant ce temple. Ce temple, ce n'est pas n'importe quel, c'est le temple d'Héra, la déesse grecque. Cette déesse grecque, Héra, est la femme du dieu des dieux, Zeus.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Antiquité grecque antique, eh bien, tout commence, l'histoire, la découverte, par un Français. Ce Français, c'est un moine bénédictin et philologue qui étudie la Grèce antique. Il s'appelle Bernard de Montfaucon. Bernard de Montfaucon, en 1723, au début du XVIIIe siècle, il va faire une découverte majeure. Grâce à différents textes, et notamment ceux de Pausanias, il va découvrir le site antique d'Olympie où se sont déroulés les Jeux olympiques. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, début du XVIIIe siècle, il n'y a pas encore les engins qui vont permettre tout simplement de fouiller et d'extraire en quelque sorte des découvertes majeures. Il faut attendre d'autres chercheurs, et notamment l'expédition de Morée. C'est une expédition scientifique qui est exactement dans la même logique que celle menée par Napoléon Ier, notamment en Égypte. Donc, nous allons avoir des scientifiques, nous allons avoir des architectes qui vont tout simplement poursuivre les fouilles menées par Bernard de Montfaucon. Tout cela nous permet, bon an, mal an, de faire des découvertes majeures, mais il va falloir attendre les archéologues allemands, et notamment à la fin du 19e siècle, Ernst Curtius en 1875. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, sur cette slide, en fait, on va découvrir des habitations, on va découvrir des mosaïques majeures, mais surtout, nous allons découvrir des vases. Et ces vases vont tout simplement être très intéressants parce qu'ils vont nous permettre d'avoir des informations très précises sur la période, mais également sur les activités menées durant l'Antiquité grecque et notamment à Olympie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, moi je suis en France, à Besançon, et vous l'avez sûrement reconnu par mon accent, je suis de Franche-Comté, près de la Suisse. Tout simplement, on peut communiquer par des moyens technologiques. On peut échanger. Vous êtes au Royaume-Uni, en Angleterre, moi je suis à Besançon. Bref, j'ai ici à côté de moi un portable, je vais pouvoir communiquer très facilement. Durant l'Antiquité grecque, on communique pas par Twitter, pas par Facebook, pas par LinkedIn, pas par Zoom, mais par les poètes et également par les poteries. Donc, en fait, les réseaux de communication existent déjà, notamment à travers ces outils de communication qui nous sont bien évidemment parvenus. Alors, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que je ne suis pas convaincu que la conférence d'aujourd'hui, ou je ne suis pas convaincu que tout ce qui est enregistré sur nos portables, nos téléphones, dans 3000 ans, on va retrouver l'ensemble. Tandis que là, grâce à ces poteries qui ont été réalisées, on a des choses. Vous avez cette pierre également qui nous donne pas mal d'informations. Alors, ces moyens de communication nous permettent de nous renseigner sur la date. Vous le voyez ici sur ces deux poteries, nous avons des athlètes qui sont de couleur noire sur fond ocre. Nous avons une autre poterie où nous avons des athlètes couleur ocre sur fond noir. Oui, vous l'avez bien vu dans cette diapositive, et notamment avec le texte que je vous ai mis, qu'on va avoir différentes périodes en fonction tout simplement de l'utilisation de coloris ou d'autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe 4 Jeux olympiques majeurs. Je vais tenter de vous expliquer avec une analogie à travers, par exemple, le sport moderne actuel. Aujourd'hui, nous avons bientôt les Jeux olympiques à Tokyo. Prenons l'exemple du tennis. Le tennis,
Djokovic, Federer, Tsipras, etc., eh bien, vont faire 4 tournois pour essayer de gagner le Grand Chelem. Ils vont faire l'Open d'Australie, ils vont faire Roland Garros, ils vont faire Wimbledon, que vous connaissez très bien, et ils vont faire Flushing Meadows. S'ils gagnent les 4, ils gagnent le Grand Chelem. Eh bien, durant l'Antiquité grecque, c'est exactement la même chose. Durant l'Antiquité grecque, eh bien, nous allons faire le tournoi le plus important. Et par exemple, sur terre battue, pour le Grand Chelem aujourd'hui dans le monde, c'est Roland Garros. Le tournoi le plus important en gazon, c'est Wimbledon. Eh bien là, le tournoi majeur pour l'Antiquité, c'est The Olympic Games. Ce sont les Jeux olympiques qui se déroulent à Olympie. Nous aurons des Pythic Games, les Jeux pythiques, qui se déroulent à Delphes. Nous aurons les Jeux isthmiques qui se déroulent à Isthme, vers le canal de Corinthe, et nous aurons les Jeux néméens qui se déroulent à Némée. En fait, vous l'avez bien compris, j'espère, c'est que ces Jeux, qui sont au nombre de 4, eh bien, les athlètes vont vouloir les gagner les 4 pour gagner le Grand Chelem. Nous avons affaire à de véritables professionnels. Nous avons des Djokovic durant l'Antiquité. Le sport professionnel existe bien et il est bien présent. Et ce n'est pas notre époque qui a créé le sport professionnel. Ça, c'est complètement faux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cela va naître dès 776 avant Jésus-Christ. Ça, on en est à peu près sûr. Quoique, aujourd'hui, on pense que les Jeux olympiques ont bien commencé avant, aux alentours de moins 850-900 avant Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous restés sur moins 776? Eh bien, tout simplement, c'est le début du calendrier grec moderne. Moins 776, et vous le voyez sur cette slide, eh bien, c'est que ces jeux vont s'arrêter en 393. C'est très simple. En fait, nous sommes durant l'époque du christianisme et tout simplement, eh bien, beaucoup de personnes veulent évangéliser au catholicisme. Et là, nous avons un empereur qui s'appelle Théodose Ier. Théodose Ier est un empereur romain. Et cet empereur romain, eh bien, se pose des questions. Il se pose des questions après la vie. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on meurt? Et là, on lui explique eh bien, que ces jeux olympiques sont des jeux païens. Ce sont des jeux qui multiplient le nombre de dieux. Zeus, Athéna, Poséidon, etc., etc. Donc, il y a une nécessité pour cet empereur romain de se convertir au christianisme. Et donc, il va se convertir, mais en se convertissant, il va mettre fin aux Jeux olympiques antiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va prendre une loi qu'on appelle à l'époque un édit. Un édit. L'édit de Théodose Ier. Ces Jeux vont prendre fin en 393 après Jésus-Christ. Et son petit-fils, Théodose III, va lui-même ravager, va enflammer notamment tout ce site. Et là, malheureusement pour nous, nous avons la 7e merveille du monde antique, Zeus Olympien, qui a été confectionné, qui a été sculpté par Phidias à Olympie même. Et Zeus Olympien, qui est une statue crise éléphantine, donc statue en bois, recouverte d'or et d'ivoire, qui va disparaître. Alors, vous l'avez bien compris, c'est que les athlètes vont avoir une couronne de laurier en or, mais en fait, ils vont avoir beaucoup plus. Ils seront remerciés,
ils ne paieront pas d'impôts, ils seront couverts d'or et ils pourront vivre très largement dans la cité-État. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces athlètes sont aussi des mercenaires. Ils ne vont pas hésiter à changer, eh bien, tout simplement, de ville s'ils ont des propositions. Alors, nous avons de véritables stars. Tout à l'heure, je vous parlais de Djokovic en tennis. Nous, en France, nous avons un athlète incroyablement fort qui a gagné 10 fois le titre de champion du monde, 2 médailles d'or aux Jeux, c'est un judoka qui s'appelle Teddy Riner. Eh bien, durant l'Antiquité, nous avons également de formidables sportifs et nous avons par exemple un athlète en course à pied que vous avez ici même, là, sur cette diapositive, hein, avec la souris, je vous montre là, qui s'appelle Léonidas de Rhodes. Et Léonidas de Rhodes est un grand spécialiste, il va gagner une multitude de fois ces Jeux et il va être représenté sur un grand nombre, notamment de poteries. Nous avons aussi Théogène de Thasos, qui va lui faire du pugilat, du pancrace. En fait, c'est de la boxe, et ce qu'on appellerait aujourd'hui du MMA, notamment dans des cages grillagées. Et où nous avons aussi cet athlète que vous avez ici même, hein, qui s'appelle tout simplement Minon de Crotone. Minon de Crotone, c'est un lutteur hein, que vous avez ici. Alors, vous avez peut-être remarqué, ils sont nus. En fait, ce n'est pas pour précisément que l'on regarde le sexe de ces personnes. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça. En fait, nous avons un poète satirique qui s'appelle Juvénal. Anima sana incorpore sano, et qui a été repris par la marque ASICS. ASICS. Anima sana incorpore sano. Eh bien, en fait, les Grecs, eux, eh bien, tout simplement, évaluent, regardent, eh bien, tout simplement, la prouesse technique de ces athlètes antiques, mais également eh bien, leur manière d'être, la manière également de se comporter et également leur corps. Il faut qu'il y ait une harmonie entre corps et esprit. Et le très, très, très bel exemple que je peux vous donner, eh bien, vous le connaissez toutes et tous, c'est un formidable philosophe qui s'appelle Platon. Platon, son vrai nom, c'est Aristoclès. Sauf que Platon, ça veut dire large épaule. Et en fait, Platon, eh bien, cumulait, en quelque sorte, eh bien, une grandeur d'esprit, mais également un corps totalement développé comme on l'entendait à l'époque. Alors, ce qu'il faut dire, je fais du lien peut-être avec notre époque actuelle. Nous avons commencé cette présentation avec le temple d'Héra, avec la torche des Jeux de Londres. Eh bien, sachez que ceux qui ont inventé le relais de la torche olympique, eh bien, c'est le Troisième Reich. C'est durant les Jeux de Berlin. C'est que les Allemands, en 1936, vont organiser les Jeux de Berlin et les Jeux de Garmisch-Partenkirchen. Et ils vont imaginer, notamment une personne qui s'appelle Karl Diem qui est l'organisateur de ces Jeux, avec notamment le ministre de la propagande qui s'appelle Goebbels. Ils vont imaginer rapporter cet esprit grec antique à Berlin. Et ils vont imaginer d'allumer une torche olympique devant le temple d'Héra pour ramener cet esprit antique à Berlin par un relais, ce qu'on appelle le relais de la torche olympique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, excusez-moi, hop, ça va. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez surprenant d'ailleurs. Nous avons ces athlètes qui sont champions olympiques et on a d'autres qui concourent, qui font les Jeux olympiques. Ils les font réellement. Mais par contre, ce ne sont pas eux qui vont gagner. Nous avons notamment les origes. Les origes, hein, ce sont en fait les jockeys ou ce sont les conducteurs de chars. Et en fait, vous avez sur cette représentation, nous avons un quadrige, 4 chevaux conduits par un orige. Et en fait, cet orige, ce n'est pas lui qui va être champion olympique. Ce sera en fait le gagnant, le champion olympique, le propriétaire eh bien, du chevaux et des chars.
C'est la raison pour laquelle nous avons des empereurs romains qui seront champions olympiques, notamment Tibère ou Néron. Alors, pour la petite histoire, Néron fera la course. Mais comme il s'appelle Néron, il n'aura pas tout simplement d'adversaire parce que tout le monde a peur, tout simplement, de concourir avec Néron. Alors, ces Jeux olympiques se déroulent dans un environnement particulier. On fait des dévotions aux dieux. Alors, ici même, vous avez le temple avec la souris. Nous avons le temple ici même au milieu de Zeus, où il y a la statue crise éléphantine de Zeus olympien. Nous avons ici le temple d'Héra, où aujourd'hui, on allume la torche olympique. Et là, je vous ai mis une flèche jaune. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Je vous ai mis une flèche jaune ici et je vous ai fait un peu un agrandissement ici même. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les athlètes venaient s'entraîner ici dans le palestre durant l'Antiquité. Ils venaient dans les bains, douches, saunas, les villages olympiques. Et après, ils venaient tout simplement faire les dévotions aux dieux. Mais après, ils rentraient dans le stade pour aller ici. Ce stade que je vous ai mis là, en haut. Là. Mais avant tout, ils passaient devant ces petites stèles. Les stèles, c'était quoi? C'est très simple. Et moi, lorsque je vais normalement chaque année avec mes étudiants en Grèce à Olympique, que j'emmène là-bas pour leur présenter ces stèles et le site, tout simplement, durant l'Antiquité, il y a aussi des tricheurs. Les tricheurs ont toujours existé, et encore aujourd'hui, il y a toujours des tricheurs. Ces tricheurs qui existaient lorsqu'ils étaient démasqués, ils devaient payer une amende. Et cette amende, ils devaient payer un socle en pierre, mettre leur nom dessus, et ils devaient payer une statue en bronze qu'on appelait un Zanès, un petit Zeus. Mais ce Zanès valait excessivement cher parce qu'il était en bronze. Donc en fait, imaginez tous les athlètes qui rentrent dans le stade et ils voient le nom d'une personne qui a triché. Et tout cela, tout simplement, vous avez bien compris que la renommée du tricheur est très malmenée. Imaginez le Stade de France, imaginez Wembley pour la finale du championnat d'Europe de foot. Tous les spectateurs se rendent à Wembley avec une stèle de tricheurs, notamment de personnes qui sont très peu recommandables. Donc en fait, nous avons ce stade qui va tout simplement accueillir environ 50 000 personnes. 50 000 personnes vont s'asseoir sur cette pelouse verte ici. Alors attention, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des jeux qui sont destinés aux hommes. Nous avons exactement la même chose à Athènes avec des jeux destinés aussi, des épreuves sportives destinées aux femmes. Et là, nous avons la grande déesse d'Athènes qui s'appelle Athéna Parthénos, qui est également une statue crise éléphantine qu'on retrouve, vous connaissez très bien, l'acropole, le Parthénon, avec Athéna Parthénos, une statue crise éléphantine qui a elle-même aussi disparu, qui a été faite aussi par Phidias. Voilà, donc en fait, comme je vous l'ai mis ici même, vous avez des vues de torches olympiques qui ont été allumées devant le temple d'Héra, ici même. Voilà. Donc tous les 4 ans, et je vous l'ai indiqué, là, ça date de 1936, pour les Jeux de Berlin. Alors, ces Jeux olympiques, c'est ceux qu'il faut gagner. C'est les plus importants. Après, nous aurons d'autres Jeux. Nous allons avoir les Jeux pythiques qui ont lieu donc à Delphes et qui sont faits à l'honneur d'Apollon. Alors, je passe très vite parce qu'ils sont un peu moins importants. Nous avons après les Jeux, notamment d'Isthme, qui se déroulent donc à Corinthe, vers le canal de Corinthe, et tout simplement, ce sont des jeux destinés à Poséidon. Et enfin, nous avons les jeux donc, de Démée, qui sont destinés une fois de plus encore à Zeus et qui se déroulent à Démée, donc, comme précisé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, je vous l'ai dit, nous avons ce fameux empereur Théodose Ier qui prend son édit, notamment l'édit pour mettre fin à ces jeux, et les jeux s'arrêtent en 393 après Jésus-Christ. Et là, nous avons, durant cette période, après 393, l'Antiquité romaine, avec des jeux qui vont s'y dérouler, mais ce n'est pas les mêmes jeux,
Nous n'avons pas des jeux pour rendre hommage aux dieux. Nous n'avons pas des jeux où on montre l'équilibre entre le corps et la tête, l'harmonie corps-esprit. Nous avons des jeux qui sont des jeux pour faire du spectacle. C'est la naissance du spectacle sportif durant la Rome antique. Le spectacle sportif naît durant la Rome antique avec, vous avez une vue, là, c'est une photo que j'ai prise lorsque j'étais à Rome en 2019, vous avez le Colisée, mais le Colisée, vous n'avez pas du sport. Le Colisée, c'était une aréna qu'on appellerait aujourd'hui, où tout simplement, on va avoir une représentation de gladiateurs, par exemple, de nomachie, où en fait, on fait du sport. Eh bien, c'est tout simplement à Circus Maximus, c'est un stade qui va accueillir 250 000, voire 400 000 personnes, qui n'est pas très loin du Colisée, hein, qui est à peu près ici, là, qui a totalement disparu pour construire Saint-Pierre de Rome. Donc, en fait, nous avons la naissance du spectacle sportif après l'Antiquité grecque. Alors, ce qu'il faut bien, voilà, c'est donc durant l'Antiquité donc, que nous avons, eh bien, tout simplement, à la fondation de Rome, environ en 600 avant Jésus-Christ, que nous allons avoir, eh bien, tout simplement, ce spectacle sportif. Alors, nous allons avoir du spectacle sportif, c'est la naissance, donc, eh bien, de ce spectacle. Alors, nous allons avoir des combats de gladiateurs, nous allons avoir des combats de nomachie, hein, nous allons avoir une formidable représentation. Et là, nous allons avoir, eh bien, évidemment, hein, le fameux Ave Caesar, Moritori te salutant, hein, ceux qui vont mourir te saluent, hein, cher César. Hein. Donc, on est bien dans une autre logique hein, durant l'Antiquité romaine. Le Moyen-Âge, après tout cela, donc Antiquité grecque, Antiquité romaine. L'Antiquité romaine, comme je vous l'ai marqué ici, commence aux environs de 476 à 1492. Le Moyen-Âge dure 1000 ans. C'est 1000 ans le Moyen-Âge. Et pendant 1000 ans, eh bien, globalement, c'est un peu morne-pleine. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des combats de chevaliers. Mais en tout cas, il n'y a plus de Jeux olympiques. Ça n'existe plus. Il n'y a plus rien de tout ça. En fait, il faut attendre la fin du 19e siècle pour avoir une personne qui s'appelle Pierre de Coubertin. Et Pierre de Coubertin, il naît en 1863, il meurt en 1937, il va vivre 74 ans. Pierre de Coubertin, eh bien, c'est une personne qui va tout simplement eh bien, réussir. Alors, attention, hein, des Pierre de Coubertin, il y en a plein dans le monde. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui ont tenté de rénover les Jeux Olympiques, de refaire les Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin a réussi. En Angleterre, vous avez une illustre personne qui a également relancé ces Jeux Olympiques, qui s'appelle le docteur Brooks, à Munch Wenlock. Dr Brooks a lancé eh bien, ces Jeux Olympiques dans la périphérie de Londres. Alors, Pierre de Coubertin, c'est une famille aristocratique. Cette famille, eh bien, comme le nom l'indique, eh bien, cette famille eh bien, est une famille très implantée hein, en Normandie notamment, hein, près du Havre, à Mireville, ils ont leur château. À Paris, ils ont un autre château également, à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Et nous avons eh bien, tout simplement une envie hein, de promouvoir la pratique sportive pour tenter d'endiguer, pour tenter d'arrêter les différentes épidémies. Par exemple, en France, il y a des épidémies telles que la syphilis. Il y a également des fléaux tels que l'alcoolisme. Pierre de Coubertin réussit en 1894 à rénover les Jeux Olympiques. Où ça? À Paris. À Paris, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en 1894. Pierre de Coubertin est enterré aujourd'hui à Lausanne, à côté du CIO. Alors là, je ne vous ai pas mis sur cette diapositive, mais très très proche de lui, il y a une autre personne qui est très connue, qui est enterrée pas très loin de lui, donc Coco Chanel. Et nous avons en fait, eh bien, de manière très symbolique, eh bien, son cœur qui est embaumé
Eh bien, ici même, donc je ne l'ai pas mis assez grande, cette diapositive, cette picture, cette photo-là. Je suis désolé, excusez-moi. Voilà, mais nous avons une stèle tout près du site antique d'Olympie où nous avons son cœur qui est embaumé à pierre de Coubertin. Voilà, donc, ben, écoutez, voilà, le voilà. Donc, le cœur de Coubertin donc, repose notamment sur le site d'Olympie. Alors, Pierre de Coubertin, eh bien, va tout simplement créer un logo. Eh bien, ce logo, en fait, n'est pas là par hasard. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Pierre de Coubertin, en 1894, lorsqu'il rénove les Jeux Olympiques, il va tout simplement lancer une grande idée pour tout simplement ces Jeux Olympiques. Et il va tout simplement lancer ces anneaux olympiques, mais avant tout, il va tout simplement proposer un programme pour ces Jeux Olympiques. Alors, vous avez vu, donc je vous ai mis 2 grosses flèches rouges là, pour vous indiquer en fait que durant le premier Jeux Olympiques, notamment à Athènes, nous allons avoir du patinage et de l'alpinisme. Bien oui, patinage et alpinisme, c'est tout à fait normal, car nous avons les Anglais qui viennent simplement faire de l'alpinisme dans les Alpes françaises, et ils vont tout simplement venir, notamment pour pratiquer, et il était de bon ton, évidemment, de proposer des activités qui sont largement pratiquées. Nous avons du lawn tennis, nous avons du football, nous avons du patinage, nous avons de la gymnastique, nous avons des concours hippiques. Vous avez bien compris que, en fait, le sport anglais, qui a codifié le sport, est totalement partie prenante du premier programme des Jeux Olympiques. Alors, Pierre de Coubertin, durant la Première Guerre mondiale, il va délocaliser le CIO de Paris à Lausanne. Le CIO s'installe le 10 avril 1915 à Lausanne. Et donc, en fait, les anneaux olympiques vont être tout simplement créés, attendez, excusez-moi, je reviens en arrière, voilà. Ils vont être créés le 15 juillet 1913. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est une photo que je vous ai mise de 1900, les Jeux de 1900 à Paris. Et vous voyez sur la poitrine des athlètes, nous avons 2 ronds. Je ne sais pas si vous distinguez correctement. Nous avons 2 ronds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, fin 19e siècle, début 20e, on représentait les grosses structures, souvent par des anneaux. Et les 2 anneaux que vous avez ici en 1900, c'est le Stade français et le Racing Club de France, voilà, qui sont représentés. Pierre de Coubertin va, lui, le 15 juillet 1913, pour la première fois, prendre ses crayons de couleur, des 40 dash, il va prendre des crayons de couleur, puis il va faire des ronds. Il va faire 5 anneaux, 1, 2, 3, 4, 5. Il va y mettre des couleurs. Et regardez 3 semaines après ce qu'il fait. Donc le 15 juillet 1913, c'est la première fois. Regardez 3 semaines après. Tout simplement, il fait le 6 août 1913, toujours 6 anneaux, mais il se dit, ah non, c'est pas top ça. On va regarder, il fait l'entourage d'un drapeau et il va mettre ses anneaux en dessous. Il va les mettre en une espèce de carré avec un rond central. Donc, il ne va pas le retenir. Il va rester sur son idée première. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces anneaux symbolisent les 5 continents. Les 5 continents, aujourd'hui, je sais, moi j'ai des enfants, aujourd'hui, à l'école, on n'apprend plus 5 continents, on apprend 6 continents. Mais il y a un continent qui s'appelle l'Antarctique qui n'est pas habité normalement. Donc, 5 continents. Et ces 5 continents, Pierre de Coubertin va les immortaliser grâce à ces anneaux. Parce qu'en 1912, aux Jeux de Stockholm, donc on a eu 1896 Athènes, 1900 Paris, 1904 Saint-Louis, 1908 Londres, 1912 Stockholm. Aux Jeux de Stockholm, en 1912, c'est la première fois que nous avons les 5 continents. Pierre de Coubertin immortalise ces 5 continents par ce logo. Les couleurs correspondent
à toutes les nations présentes à Stockholm en 1912. Les drapeaux des nations participantes peuvent bien simplement refaire leur drapeau avec les couleurs premières, notamment qui sont représentées. Donc, le mouvement olympique, aujourd'hui, eh bien, nous avons un président. Ce président, vous l'avez en photo, le président, c'est Thomas Bach. Thomas Bach, c'est le 9e président qui est arrivé tout simplement en 2013, il a été élu. Il est arrivé au CIO en 1991, c'est un Allemand. Mais c'est la première fois que nous avons un Allemand qui est c'est la première fois que nous avons un champion olympique président du CIO. Mais en fait, ce n'est pas tellement vrai ce que je vous dis. Parce que Pierre de Coubertin a été champion olympique de poésie en 1912 à Stockholm. Donc, en fait, ce n'est pas tellement vrai, mais un petit peu quand même, le premier champion olympique de sport, c'est bien Thomas Bach. Alors là, vous allez le voir beaucoup à la télévision, parce qu'il est toujours président, notamment du CIO. Alors, ce CIO, bien, comme je vous l'ai mis ici même, donc, il s'articule de cette manière-là. Nous avons ce que nous appelons un mouvement olympique. Ce mouvement olympique intègre des FI, International Federation, International Sports Federation. Nous avons ce qu'on appelle des NOCS, National Olympic Committees, des comités olympiques nationaux. Nous avons des comités d'organisation des Jeux olympiques et nous avons d'autres fédérations qui sont reconnues, mais pas olympiques. Par exemple, les Jeux d'échecs. Nous avons également, donc, par exemple, à Tokyo, nous allons avoir 28 fédérations internationales, ce qu'on appelle les Summer Sports. Donc, nous allons avoir 5 sports de démonstration. Exemple, l'escalade. Exemple, le karaté. Et dans ces 28 fédérations internationales, nous allons avoir un grand sport qui s'appelle le judo. C'est normal parce que je fais judo. Voilà. Nous allons avoir du judo. Nous allons avoir du basket. Nous allons avoir du tir à l'arc. Nous allons en avoir 28. Pour les sports, les winter sports, nous allons avoir 7 fédérations internationales et nous allons avoir 42 fédérations internationales reconnues. Par exemple, les échecs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement international olympique a 206 pays. 206. À Tokyo 2020, le 23 juillet, il y aura 206 nations qui vont défiler. Mais en fait, il y en aura une autre qui s'appellera sans doute la nation des réfugiés, exactement comme à Rio de Janeiro. Donc en fait, nous aurons sans doute 206 plus une. Mais dans les 206, il y en a une qui va être un petit peu particulière, c'est la Russie. La Russie est tout simplement interdite. Donc nous allons avoir des athlètes russes qui vont défiler sous un drapeau du comité olympique russe, mais le pays russe, la Russie, n'a pas le droit parce qu'elle a été, comme vous le savez, expulsée des Jeux olympiques. Donc en fait, si vous le voyez sur cette diapositive, sur cette slide, nous avons 193 nations aux Nations Unies, nous avons 211 pays reconnus par la FIFA et le International Olympic Committee reconnaît 206 NOC. Il y a un certain nombre de membres, environ 100. Voilà. Nous avons un président honoraire, Jacques Rogge, par exemple à Londres 2012, le président du CIO était Jacques Rogge. Nous avons des membres honoraires et nous avons parmi ces membres des athlètes. Par exemple, en France, nous avons un énorme athlète qui est membre du CIO qui s'appelle Guy Dru, champion olympique en 1976 à Montréal et vice-champion olympique à Munich en 1972. Voilà, donc je vous ai mis ici en fait une photo qui a été prise notamment en 2020. Et cette photo, c'est le Parlement, si vous préférez, du CIO. Ce Parlement se réunit et là, pour Tokyo, il va se réunir, ce qu'on appelle en session plénière, et c'est là qu'ils vont prendre des décisions.
Par exemple, élire une ville hôte aux Jeux Olympiques. Alors, arrêtons-nous cette fois-ci sur les Jeux Olympiques. Eh bien, aux Jeux Olympiques, nous avons un nombre d'athlètes assez conséquent. Regardez notamment pour les Jeux de l'Olympiade. Vous savez, on ne dit pas Jeux Olympiques pour Paris. Pour Londres, on ne dit pas les Jeux Olympiques de Londres. C'est complètement faux, ça. Pour Tokyo, on ne dit pas les Jeux Olympiques de Tokyo. On dit les Jeux de la 32e Olympiade pour Tokyo. Pour Paris, on dit les Jeux de la 33e Olympiade. Pour Londres, c'était les Jeux de la 31e Olympiade. C'est comme ça qu'on dit. Et pour les Jeux Olympiques d'hiver, on dit les Jeux Olympiques d'hiver. Donc là, je vais parler des Olympiades. Athènes, 241 athlètes, pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes à Athènes. Il va falloir attendre 1900 pour que nous ayons des femmes. Regardez là, Londres, 1908, 2008 athlètes. 2008 athlètes. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que les Jeux juste avant n'ont pas tellement bien marché. Ça n'a pas tellement marché, même si on a à peu près 1000 athlètes à Paris. Il va falloir un petit peu un booster, notamment Londres 1908. Après, regardez, eh bien, tout simplement, nous allons avoir 1948 Londres, plus de 4000 athlètes. Et regardez aujourd'hui, notamment à Rio de Janeiro, 11 237 athlètes. Je vous le dis, Paris 2024, ce sera 10 500 athlètes, pas plus. Pas plus. 10 500. En fait, vous l'avez bien compris, qu'il y a quelque chose d'exponentiel dans ces chiffres. Donc, l'objectif, c'est de réduire de telle manière à organiser des jeux qui soient organisables, mais surtout avec une parité. Et regardez maintenant, je vais vous montrer, ces Jeux Olympiques, c'est aussi un moyen de diffuser aussi une image, une culture du pays, comme ça a été fait notamment à Londres, et comme ça sera fait à Paris. Et là, vous voyez, ce sont des photos que j'ai faites en Corée du Sud. Et là, vous avez carrément des statues, des sculptures, notamment avec une chaussure de patinage artistique. Nous avons eu une présentation de la culture, notamment à travers la cité interdite, notamment de Séoul, ou tout simplement des temples bouddhistes. Alors regardez, sur les Jeux Olympiques d'hiver, cette fois-ci, Olympic Winter Games, eh bien, nous avons à Chamonix, 1924, 258, et regardez, à Pyeongchang, 2900. Donc, en fait, on a des Jeux universels, les Olympiades, et nous avons des Jeux, européens, familiaux, et notamment, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver. Alors, on a regardé sur ces Jeux des Olympiades, eh bien, 206 pays, comme je vous l'ai dit, 306 champions olympiques. 306. Regardez maintenant. Pyeongchang, eh bien, nous avons 102 events, voilà, pour 92 champions olympiques. Donc, nous avons des jeux qui ne sont pas du tout comparables. Alors, ces Jeux olympiques, eh bien, oui, Londres, eh bien, les a déjà organisés à 3 reprises. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis sur cette diapositive, eh bien, à Londres, excusez-moi, aux Jeux d'Athènes en 1896, 12 athlètes ont fait les Jeux. Donc, en fait, l'Angleterre est présente aux Jeux olympiques d'hiver, mais également aux Jeux des Olympiades, depuis le début en 1896. Et là, vous avez une personne, je vous l'ai mis en rouge, là, en préparant les diapositives cette semaine, là, Elliot Launceston, tout simplement, eh bien, lui qui a été présent sur 3 sports, donc en lutte, en gymnastique et en athlétisme. Voilà. Et donc, vous avez vu donc 12 athlètes pour les Jeux. Et là, je vous ai mis en fait, sur les derniers Jeux de Rio de Janeiro, nous avons 23 sports représentés, notamment les sports anglais, avec 360 athlètes. Pour vous donner un ordre d'idée, la France, à Tokyo, 378 athlètes pour Tokyo. Donc, les derniers Jeux pour l'Angleterre, 360 athlètes à Rio de Janeiro. Donc, vous avez vu, c'est un peu comparable à la France. 3 Jeux organisés, 1908, 1948 et 2012. Je vais m'arrêter sur ces Jeux-là, sur ces Jeux de 48. Ces Jeux de 48 sont très, très importants. Selon moi, ils sont très importants, ces Jeux de 48, parce que
comme vous le savez très bien, hein, il y a eu les Jeux en 1936 à Berlin. Après, le 1er septembre 1939, c'est la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, hein, après l'envahissement de la Pologne. Hein, c'est le 2 et 3 septembre par les Anglais, après par les Français. C'est tout simplement eh bien, ces Jeux avec notamment les tickets de rationnement en France qui vont se finir le 1er décembre 1949. Les tickets de rationnement. 1er décembre 1949. Donc vous imaginez bien qu'on est très loin de penser à faire du sport. Les gens, ils cherchent à manger. Et cette Europe, elle est dévastée. L'Angleterre également a subi de fortes désastres, destructions à travers notamment les V1 et les V2. Donc en fait, nous avons une Europe dévastée et grâce à l'Angleterre, eh bien tout simplement ces Jeux vont revivre à Londres, et parce qu'il y a certaines installations qui ont été construites en 1908, et ces Jeux vont pouvoir simplement revivre grâce à l'Angleterre. Et là, nous allons avoir une Française extraordinaire. C'est un peu mon icône à moi. Hein, c'est Micheline Ostermayer. Micheline Ostermayer, c'est une femme extraordinaire qui va être championne olympique en poids, en disque, en saut en longueur, etc., etc., et qui va le soir même jouer, sera concertiste à Pleyel en train de jouer du piano. Donc en fait, elle va, additionner eh bien, des prouesses aussi bien sportives que musicales, et ce qui correspond totalement, à mon sens, à l'olympisme. Donc, en fait, c'est les premiers Jeux, si je reviens aux premiers Jeux en 1896, se déroulent à Athènes, et ici, vous avez les trois princes grecs. Les trois princes grecs, et juste derrière, ici, vous avez ce monsieur dont on a déjà parlé ensemble, qui s'appelle Pierre de Coubertin. Les Jeux sont lancés en Grèce. Il y a eu une construction avec le stade Panathénaïque, que vous avez ici même. Vous avez vu, donc c'est une photo ça que j'ai fait fin mai à Athènes, et vous voyez bien que cette photo, voilà, les choses n'ont pas tellement changé, comme vous le voyez. Alors évidemment, nous n'avons pas Twitter, nous n'avons pas Facebook, nous n'avons pas TikTok, hein, mais nous avons tout simplement bien, des reporters ici même qui vont filmer cette foule qui vont au jeu. Et regardez, nous avons à 100 mètres là, nous n'avons pas des marques au sol, nous avons des fils qui matérialisent en fait les couloirs. Nous avons du saut de cheval, vous l'avez constaté, sans tapis, parce qu'il va limiter en fait les performances. Nous avons aussi tout simplement des barres parallèles, nous avons du vélo, du vélocipède, sans dérailleur, sans frein. Mais vous l'avez remarqué, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes à Athènes en 1896. Nous allons avoir par la suite de grands sportifs. Alors, je voudrais m'arrêter sur cet Afro-Américain qui s'appelle Jesse Owens. Jesse Owens, eh bien, tout simplement, va aller à Berlin et va tout simplement, gagner 4 médailles d'or. Alors, ces 4 médailles d'or, vous les avez ici, 100 mètres, 200 mètres, longueur et 4 fois 100 mètres. Il va falloir attendre les Jeux d'Atlanta en 1996 pour que Carl Lewis égale Owens en termes de médailles d'or. Alors, vous avez vu, là, 100 mètres, 10 secondes 3, Carl Lewis 9,99. Et regardez Owens, il court avec ces chaussures-là. Et regardez, il court sur un sol sablonneux, du sable, ce qu'on appelle la cendrée. Et c'est lui-même qui fait son petit trou. Là, il n'y a pas de starting block. Et regardez, il fait 10 secondes 3. Donc, vous imaginez la prouesse athlétique de cet Afro-Américain. Et 4 médailles d'or, vous avez bien compris que c'est à Berlin en 1936. Et cet Afro-Américain va donner tout simplement totalement tort au Troisième Reich, aux nazis qui sont présents dans le stade. Alors, nous avons d'autres athlètes, d'autres prouesses, notamment en natation, et ici cette photo, notamment avec Suzanne Lenglen, qui va donner son nom à un stade, enfin, à un cours de tennis à Roland-Garros. Nous avons ici Nadia Comaneci. Comaneci, la première gymnaste à avoir un 10 sur 10 en gymnastique, mais sauf qu'on a oublié que 10 sur 10, 10, c'est 1, 0,00. Et on affiche qu'à cette époque-là, que 3 nombres. Donc, ça fait 0, 0, 0. Donc, on prend conscience maintenant qu'il faut rajouter un chiffre pour mettre le 1. Voilà, donc, tout le monde est étonné parce qu'elle a 0, 0, 0. Mais non, non, non. Le 1 avait été difficile à mettre.
Donc après, nous allons tout simplement avoir les deuxièmes Olympiades à Paris. Hein, et comme je vous l'ai mis là, ici même, je vous l'ai surligné en rouge, là, enroulé en rouge, là, voilà, avec du patinage, avec de l'alpinisme. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui caractérise bien le sport anglais, avec notamment les Anglais qui vont, fin 19e, début 20e siècle, venir notamment en France, dans les Alpes. Ils vont prendre l'ancêtre de la SNCF, qui s'appelle le PLM. Paris, Lyon, Méditerranée. Ben oui, les Anglais, après, ils vont tout simplement dans les Alpes, à Chamonix, et après, ils descendent à Nice, la promenade des Anglais. Donc, en fait, il va y avoir pour Coubertin quelque chose de très important. Ah, vous avez vu cette photo? C'est une femme. 1900, les femmes sont là. 1900. Voilà, 1924. Ah, regardez, le premier sponsor, là. Paris, Lyon, Méditerranée, la SNCF. Le fameux train qui va permettre de desservir Chamonix, mais également la promenade de Nice. Donc, nous avons une deuxième Olympiade, nous avons des concours d'affiches, voilà, que je vous ai mis à l'instant, là. Et nous avons après bien des Jeux qui vont se dérouler en France, les deuxièmes Jeux olympiques d'hiver à Grenoble. Et là, c'est quelque chose de très important, Grenoble. Parce que Grenoble, ça va être pour la France une fête plus que pour une ville, pour la France entière. On va tout simplement organiser le relais de la torche olympique en France. Et regardez cette affiche avec notamment ce flambeau, avec la ville de Grenoble, avec tout simplement les Alpes. Les Alpes françaises, ça va être une vitrine. Les Jeux olympiques, ça y est, deviennent une vitrine. En 1968, nous sommes tout simplement dans cette espèce de guerre froide où il va falloir vendre son pays et on n'est pas loin tout simplement de différents problèmes internationaux tels que la baie des cochons à Cuba. Donc en fait, nous avons après la naissance des pictogrammes. Et je ne peux pas vous la montrer, mais moi j'ai porté la torche de Tokyo. Et sur cette torche de Tokyo, il y a des pictogrammes qui naissent en 1964. Et en 1964, c'est la naissance des pictogrammes. Donc là, je vous ai mis un échantillon des pictogrammes, notamment ceux de Tokyo 2020. C'est la naissance aussi des mascottes. Vous avez vu notamment, par exemple, là, les Coréens avec leurs mascottes, ou à Sochi, ou encore à Pékin. Paris 2024, nous avons eu Paris 1900, nous avons eu Paris 1924, nous aurons Paris 2024. C'est la troisième fois que la France organise les Jeux, comme Londres, Londres 1908, 1948, 2012. Voilà, la France rejoint la capitale anglaise, Londres, et là, tout simplement, tout cela a commencé en 2014. En fait, entre le moment où on commence à penser, à réfléchir, et lorsque les Jeux sont finis, vous l'avez ici, 10 années se sont écoulées. 10. Alors, les Jeux Olympiques, c'est un grand retour, notamment où en Europe. En Europe, après Rio 2016, après Pyeongchang 2018, après Tokyo 2020, après Beijing 2022, parce que vous le savez, il y a Tokyo le 23 juillet, mais dans 6 mois, il y a Beijing. Beijing pour les Olympic Winter Games qui auront lieu. Et donc, en fait, Paris 2024, c'est un moyen aussi de promouvoir des endroits superbes, des endroits qui sont le patrimoine français. Et là, je vous ai mis tout simplement le jardin de Versailles qui accueillera notamment l'équitation. Alors, nous avons également des stades ici même que vous connaissez, mais aussi le Champ de Mars, ici avec du beach volley. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous distinguez correctement ma souris, je ne sais pas si vous la voyez correctement, cette souris. Ici même, c'est là qu'habitait Pierre de Coubertin avant de partir à Lausanne. Et le premier CIO se trouvait ici, rue Oudinot. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je suis à votre entière disposition pour tenter de répondre à vos questions et j'espère qu'elles ne sont pas trop difficiles. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation très complète et très intéressante. Je vais passer la parole à Cyril, qui va donc être chargé de faire la modération des questions. Cyril, tu es ici? Oui, oui, je suis là, pas de problème. Alors, en effet, on a eu quelques questions dans le chat. Donc, la première question, c'était, Eric, vous nous avez parlé du nombre de participants au premier JO moderne en 1896, mais en fait, il y avait combien de pays participants à cette première Olympiade? 13. D'accord, 13. D'accord. 13 Vous pays, avez vu, très bien. vous avez vu, je suis précis. Là. Non, mais c'est très bien, j'aime beaucoup. Alors, deuxième question qui se pose dans le chat. Oula, ça y est, les questions commencent à arriver en plus grand nombre. Alors, tac, attendez, j'agrandis un petit peu ma fenêtre pour voir plus, désolé. Voilà. Donc, comment sont choisis les sports représentés ou pas aux Jeux Olympiques? Quels sont les critères? Et ça, c'est une question d'Isabelle. Voilà. Oui, très bien. Je me tais, je me tais. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Alors, en fait, c'est une question qui est très intéressante parce que il faut que les sports soient universels. Voilà. Il faut qu'ils soient universels, c'est-à-dire que globalement, il faut que chaque sport est régi et organisé par une fédération internationale, une FI, Fédération internationale. Par exemple, le judo. Je crois quelque chose, attendez, que je connais bien, le cyclisme. Le cyclisme, c'est une fédération internationale. Il y a 197 pays qui sont affiliés à la Fédération internationale. 197 comités. Eh bien, il faut qu'il y ait un minimum de pays qui soient affiliés à ces fédérations pour qu'un sport soit aux Jeux Olympiques. Je vais vous donner un exemple très précis. On a voulu ôter à Rio de Janeiro la lutte. La lutte est sous-représentée dans le monde. Et donc, en fait, il n'y a pas assez de pratiquants dans le monde. Et donc, on ôte le sport. Les lutteurs, la Fédération internationale de lutte a expliqué que c'est un sport qui a toujours été au jeu et qu'il y avait une nécessité de le laisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été remis aux Jeux de Tokyo, mais toujours avec cette épée de Damoclès. Si il n'y a pas plus de lutteurs à l'avenir, moi je doute fortement eh bien, que la lutte reste. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, il y a des sports qui veulent rentrer. Il y a des sports qui veulent rentrer aux Jeux Olympiques. Mais, vous l'avez bien compris, il y a plus de 11 000 athlètes. Et si on n'ôte pas de sport, eh bien, on va monter à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 athlètes. Et imaginez le nombre de bénévoles, imaginez le nombre d'entraîneurs, le nombre d'hôtels, le nombre… Bref, donc à chaque fois qu'un sport sort, il y a un autre qui rentre. Donc, il faut qu'il soit universel, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Merci beaucoup pour cette réponse. Eric, est-ce qu'à tout hasard, je peux vous demander d'arrêter de partager votre écran pour qu'on vous voit quand vous donnez les réponses? Je pense que ce serait plus sympa pour les gens, s'il vous plaît. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, impeccable. Alors ensuite, autre question qu'il y a eu. Donc, pendant l'Antiquité, les sports pour les femmes et pour les hommes étaient-ils les mêmes? Alors là, c'est relativement simple à répondre à cette question. Il y a une villa, la Villa Piazza Armerina, qui est en Sicile. Et cette Villa Piazza Armerina en Sicile, on a découvert toutes des mosaïques vraiment très, très bien conservées. Et là, on voit des femmes qui sont, tenez-vous bien, qui sont en bikini. Elles sont en bikini durant l'Antiquité, en train de faire de l'athlétisme, en train de faire des courses, en train de faire des haltères, en train de faire des jeux de ballon, en train de faire des jeux même musicaux avec des cerceaux, en train de faire des danses, etc., etc. Donc en fait, nous avons des pratiques qui sont essentiellement quand même féminines, mais nous avons de réelles pratiques, et ce qui est très intéressant, en des tenues parfois un peu surprenantes, on ne penserait pas voir durant l'Antiquité eh bien, des pratiques en bikini. Merci beaucoup. Alors, question suivante de la part de Florent qui demande comment s'organise le mouvement olympique à l'échelle de l'Europe?
Alors, en fait, c'est simple, c'est que nous avons le CIO, Comité international olympique. Le Comité international olympique, il y a des ramifications. Eh bien, au niveau de chaque continent. Pour l'Europe, nous avons le Comité olympique européen, CEO. Ce Comité olympique européen gère des comités olympiques nationaux. Par exemple, nous avons le British Olympic Academy en Angleterre. Nous avons le Olympic Committee en France, qu'on appelle le CNOSF en France. Donc, Comité olympique européen, comme nous avons le Comité olympique asiatique, le Comité olympique américain, etc., etc. Parfait. Je pense que la réponse est suffisamment détaillée. Excellent. Alors, une question un petit peu plus difficile et qui s'adresse directement à vous, Eric, puisque c'est John qui demande, ou qui dit tout du moins, les JO ont parfois suscité des protestations importantes, par exemple à Rio, de la part des secteurs les plus pauvres de la société, à cause du coût énorme qu'engendrent les Jeux. Qu'en pensez-vous? C'est une question difficile, mais voilà. Non, ce n'est pas une question très, très difficile, en fait. Hein. C'est relativement simple à l'expliquer. C'est qu'effectivement, jusqu'en 2014, eh bien, il y a quelque chose qui revient en permanence. Ce sont les éléphants blancs. Les éléphants blancs, vous connaissez, c'est à Athènes, eh bien, tout est à l'abandon. À Rio, c'est à l'abandon. Eh bien, ces grands bâtiments en ciment, avec le soleil, eh bien, simplement, ils blanchissent, ce qu'on appelle les éléphants blancs. Et en fait, eh bien, tout simplement, il est décidé, à partir donc de 2014, avec Thomas Bach, de réfléchir à tout ça, ce qu'on appelle l'agenda 2020 du CIO. Et c'est une prise de conscience qui dit qu'il faut arrêter avec ces villes, tout simplement, qui dépensent beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on a un grand économiste qui s'appelle Vladimir Andreev, qui dit que le pays organisateur est un pays maudit, parce qu'il va perdre beaucoup d'argent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux ne coûtent pas si cher que ça. Mais par contre, ce sont les politiques qui utilisent ces jeux pour développer autour des jeux eh bien, des activités aéroportuaires, ferroviaires, autoroutières, et qui vont simplement engendrer eh bien, des dérives très importantes. Donc, en fait, les jeux, normalement, Paris, 6 milliards. Le CIO va donner environ 2 milliards. Il reste 4 milliards à Paris et environ sur ces 4 milliards, il va y avoir 1 milliard qui va être normalement de l'argent public, normalement. Donc, vous voyez, quelque part, arrêtons par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qu'en font les dirigeants de ses propres jeux? Je détaille peut-être trop, non? Non, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que là, on comprend bien. De toute façon, c'est un thème, c'était plus par rapport à votre opinion, donc c'est assez intéressant. Alors, la question suivante vient de Julia et elle demande quelle image et quelle valeur la France aimerait-elle montrer au monde entier lors des prochaines Olympiades en 2024? Non, c'est très simple. Son patrimoine. C'est montrer son patrimoine, c'est montrer le Grand Palais, c'est montrer la Tour Eiffel, c'est montrer les richesses du patrimoine français. Mais aussi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de promouvoir un département français qui s'appelle la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis qui est souvent délaissée, et notamment sur le plan des piscines. Et il va y avoir 2 constructions pour Paris. Il va y avoir le village olympique et une piscine, et c'est tout normalement. Et cette piscine sera faite dans Seine-Saint-Denis, car on s'est aperçu qu'une grande proportion d'enfants qui arrivent au collège en 6e ne savent pas nager. Donc en fait, ça va être un moyen simplement
d'apporter une infrastructure qui va tout simplement aider à l'apprentissage de la natation. Donc, patrimoine et également, je dirais, en termes d'utilité sociale. Utilité sociale, et Eric, ne pensez-vous pas aussi en termes d'inclusivité, puisque Ah je oui, pense totalement, notamment en termes d'inclusivité. à ce logo des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sera le même pour la première fois pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il me semble. Voilà, alors le logo, en fait, il y a deux logos. Hein. Il y a le logo pour le Comité international olympique, le CIO, hein, et il y a le logo aussi pour IPC, International Paralympic Committee. Voilà. Donc, en fait, nous avons deux structures, CIO et IPC. Et il va y avoir deux logos pour la France, pour pour Paris 2024, mais c'est la même chose pour Tokyo. Donc, ça a commencé depuis Tokyo. En fait, qu'on a deux choses qui sont organisées conjointement. Pour faire simple, à Londres 2012, nous avions le COJO 2012, Comité d'organisation des Jeux olympiques. Pour Tokyo 2020, nous avons le COJOP, Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. C'est une obligation maintenant. Et pour Paris 2024, nous aurons le P aussi, paralympique. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, question suivante qui est peut-être encore une fois délicate parce que ce n'est pas forcément que sur l'olympisme, c'est plus par rapport au Royaume-Uni, puisque c'est une question de quelqu'un qui dit pourquoi est-ce qu'aux Jeux olympiques, le Royaume-Uni est représenté comme le Royaume-Uni, mais pour le foot, d'ailleurs c'est le Royaume-Uni d'Angleterre, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais pour le foot et pour les autres sports, nous avons l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, notamment au football, etc. Alors, la vraie problématique, c'est que moi, là, pour le coup, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que moi, je ne travaille pas sur le foot. Alors, je peux difficilement expliquer les choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on travaille notamment sur les Jeux Olympiques, on parle beaucoup d'Angleterre, mais c'est quelque chose de très global pour le système olympique international. L'Angleterre englobe tout. Voilà, je sais peut-être qu'effectivement, ça peut être problématique. Voilà. Mais pour le foot, je peux difficilement l'expliquer. Si je peux juste compléter un petit peu la réponse, parce que je connais un petit peu la réponse, en fait, quand la FIFA est apparue au même moment que le mouvement olympique s'est développé, en fait, la FIFA a des sièges permanents, un petit peu comme les Nations Unies, et en fait, les Home Nations, qui sont donc l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, ont un siège permanent. Et donc, ils gardent cette vision, évidemment, de pays indépendants, particulièrement au football, pour garder cette influence qu'ils ont au sein de la FIFA. Voilà. Donc, en fait, c'est plus des géopolitiques internes au niveau de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et voilà. Donc, on va passer à la question suivante, parce que du coup, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, la suivante est de David. Alors, comment est-ce qu'on choisit le déroulement des cérémonies d'ouverture? Okay. Et et la France a déjà sélectionné. Et est-ce que la France a déjà sélectionné comment préparer le spectacle d'ouverture? Donc, comment s'organise le choix en fait au niveau de l'organisation? Je crois plutôt au sein du Comité olympique national. Comment on définit l'organisation de la cérémonie d'ouverture? Je pense que c'est ça la question de David. Oh, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. En fait, Paris 2024 ne choisit pas, hein, ne choisit pas réellement. En fait, ils vont choisir le thème, mais l'organisation, le déroulé de la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose qui est très organisé par le CIO, Comité international olympique. En fait, le CIO, c'est un petit peu, en France, nous avons la Constitution. Eh bien, cette Constitution que nous avons, eh bien, nous permet d'avoir simplement une ligne organisationnelle. Eh bien, le CIO a une charte olympique. Et avec cette charte olympique, eh bien, il est décrit comment doit s'organiser la cérémonie d'ouverture comme la cérémonie de clôture.
Et donc, en fait, le pays, par exemple la France, eh bien, va faire durant cette cérémonie un spectacle, mais ce spectacle viendra s'imbriquer eh bien, dans l'organisation voulue par le CIO depuis très longtemps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on va passer à une dernière question, je pense, de la part de Paco, qui est une question, encore une fois, pas très commode, mais assez polémique, hein. Dans quelle mesure le choix du site pour les Jeux Olympiques, ainsi que pour le football, mais ça c'est autre chose, est un processus marqué par la corruption? Alors, moi, je vais ajouter, Eric, avant de vous laisser commencer, parce que moi, j'avais une petite question, en fait, c'est que pensez-vous du système de rotation des Jeux Olympiques entre les différents continents? Donc, j'ajoute ma petite question qui est liée à la question qu'avait posée donc Paco, je crois. Voilà, je vous laisse répondre à ça. En fait, je vais répondre de manière un peu différente. Je suis convaincu que l'olympisme est un véritable vecteur, est un véritable moyen de partage. Regardez, aujourd'hui, moi, je suis à Besançon, en Franche-Comté, à côté de la Suisse, et aujourd'hui, je vous vois en Angleterre. Donc, en fait, effectivement, dans tout processus, je vous l'ai montré, en Grèce antique, il y a des tricheurs, il y a des gens corrompus. Et je crois que c'est inévitable. C'est inévitable. Moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous partageons du savoir, et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est inévitable. Durant l'Antiquité, il y avait également des tricheurs. Alors, pour répondre aussi à une question, Cyril, ne m'en voulez pas, mais il y a une question qui est arrivée en même temps. Durant l'Antiquité, Grèce antique, non, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. On ne se mélange pas. Voilà. Mais tous ceux qui sont là, ce sont des Grecs libres. Et vous savez qu'il y a très peu de Grecs libres durant l'Antiquité. Il y a beaucoup plus d'esclaves que de Grecs libres. Mais il n'y a pas de femmes. Mais comme je l'ai précisé, dans la Grèce antique, il y a des jeux réservés aux femmes, et notamment à Athènes. Ok, eh bien, je vais donner la parole à Xavier ou à Aurélie pour le mot de la fin, puisque je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Moi, j'en ai des dizaines, mais à part, hein. Ça, je les poserai plus tard, on verra. Mais merci beaucoup, puisque le temps est maintenant écourté. Et donc, je redonne la parole à Xavier. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous, Cyril. Merci beaucoup. Aurélie, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, pas particulièrement. Merci à tous d'être venus en tout cas. Et merci encore Eric et Cyril d'être intervenus. Xavier, je te laisse sur le mot de la fin. Très bien. Je voudrais remercier un grand merci à Eric pour le temps passé avec nous, la passion, la clarté de votre présentation. C'était vraiment très intéressant. J'espère que je parle au nom de tous les participants ce soir. Mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et donc, on ne vous lâchera pas jusqu'à 2024, Eric. Et donc, la prochaine fois, je sais que vous parliez de la torche, que vous avez la torche pour les Jeux de Tokyo, mais que malheureusement, vous ne pouvez pas la montrer ce soir pour des raisons contractuelles. Voilà. Mais la prochaine fois, pour Paris 2024, peut-être. Oui. Mais écoutez, moi, je me fais même une joie, Xavier, de l'apporter même à l'Alliance française de Manchester et de venir avec la torche. Ça serait un grand plaisir parce que, vous savez, j'ai eu le grand privilège de l'emmener en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours, hein, et notamment à Paris, dans différents collèges et lycées. Et donc, ce serait un grand plaisir de venir à l'Alliance française. Voilà, avec. Bon, l'invitation sera lancée sans faute. Et donc, je voudrais simplement terminer, donc remercier tous les participants qui sont venus ce soir. Merci, il fait beau, donc c'est un exploit aussi de participer à une conférence alors qu'il fait plus de 20 degrés dehors au Royaume-Uni. Donc, voilà, merci à tout le monde. Et le mot de la fin, ce sera un grand merci à Aurélie qui a organisé cette conférence depuis l'Alliance française de Manchester, mais pour les Alliances françaises du Royaume-Uni. Aurélie termine sa mission aujourd'hui même à l'Alliance française de Manchester comme chargée de culture et de communication. Donc, c'est une conférence d'au revoir pour Aurélie, mais Aurélie gardera un pied dans le réseau, j'en suis sûr.
Et donc voilà, donc un grand merci à Aurélie. Et puis ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être juste terminer pour dire que donc le prochain événement culturel Alliance française de Manchester, en tous les cas, aura lieu en septembre. On fait une petite pause au mois d'août. Nous continuons les cours. Les Alliances françaises au Royaume-Uni continuent leurs cours pendant l'été, la plupart des Alliances françaises. Donc, si vous voulez apprendre le français cet été, n'hésitez pas à regarder l'Alliance française la plus proche de chez vous. Et la rentrée culturelle se fera au mois de septembre. Donc, je vous invite à... vous allez simplement dans Google, vous tapez Alliance française, la ville la plus proche de chez vous, et vous trouverez une Alliance française. Voilà. Je vous souhaite un très, très bel été. Et puis, à bientôt. Alors, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.